Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du football. Magique, dont les effets sont extraordinaires, sortent du rationnel. Voilà une définition qui colle parfaitement à la nuit dont nous allons vous parler aujourd'hui. D'abord, parce que ce n'est jamais anodin de battre le plus grand club d'Europe, peut-être du monde. Ensuite et surtout, parce qu'un match qui se joue dans les ultimes secondes échappe souvent à toute rationalité. Après tout, que serait le football sans une part de mystère? Pour le découvrir, on prend notre machine à remonter le temps, direction le Parc des Princes, en ce 18 mars 1993. Préparez-vous à une nuit magique. Correa est devant le but. Tambouré aussi, les mots détaillés. Alors pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Il est très loin de la cage de Casillas, c'est parti pour Juninho. Oh, but it's Messi, it's Iniesta! Oh my God, an insane goal! Ultra speed, the most insane goal I have ever seen! 9 mars 2013. Au terme d'un match laborieux, le PSG s'impose sur l'AS Nancy-Lorraine. 2-1, un score sans panache pour une équipe qui pourtant survole le championnat. Déçu, le public du parc ne se prive pas de le faire savoir. En conférence de presse, Zlatan Ibrahimovic répond au sifflet par une sortie cinglante. Ils en demandent beaucoup. C'est étrange au regard de ce qu'ils avaient par le passé. Parce qu'avant, ils n'avaient rien. 3 ans plus tard, le Suédois, entre-temps devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, tacle les fans avec les 2 pieds décollés. Le PSG est né avec l'arrivée des Qataris. Traduisez, le PSG est né avec mon arrivée. Cette phrase, typiquement zlatanesque, déchaîne les passions. Il faut dire qu'il s'agit d'un argument récurrent dans la bouche des haters de la formation francilienne. Beaucoup n'apprécient guère l'hégémonie de l'ogre de la capitale sur le football hexagonal. S'il est indéniable que le PSG est entré dans une nouvelle dimension depuis son rachat par QSI en 2011, il serait cependant malhonnête de le résumer à la seule décennie écoulée. Paris n'a attendu ni le Qatar ni Zlatan pour être magique. Pour s'en souvenir, il faut revenir au début des années 90, en 1991 pour être précis, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À cette époque, l'équipe qui domine le championnat de France, c'est l'OM de Bernard Tapie. Sans réelle concurrence sur le territoire national, les Olympiens se hissent même en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Champions League. Vraiment, tout le monde a été solidaire, tout le monde s'est remis en confiance et tout le monde a essayé de faire gagner son équipe. Je crois que c'est fantastique. Le PSG n'est alors qu'un jeune club parmi tant d'autres. Né à peine 2 décennies auparavant, à l'occasion de l'éphémère fusion entre le Stade Saint-Germanois et le Paris FC. Malgré une montée en puissance notable au cours des années 80 sous la présidence de Francis Borelli, on se souvient notamment des magnifiques maillots RTL, l'armoire à trophées reste relativement vide. Remporter des titres n'est pas la priorité du club. En coulisses, ce n'est pas la situation sportive qui inquiète, mais bien la santé financière de la structure. Pour faire simple, les caisses sont vides. Alerté, le maire de la capitale, un certain Jacques Chirac, décide de s'en mêler. Le futur président de la République charge Bernard Brochant, son ami au sein du conseil d'administration du PSG, de trouver un repreneur. Le propriétaire du Milan AC et de la 5, un certain Silvio Berlusconi, est un temps envisagé. Chirac rejette l'idée. Il préfère refiler le bébé à un média bien français. C'est ainsi que Brochant se tourne tout naturellement vers Canal+, la chaîne cryptée dont il a participé à la création en 1984.
Canal+, c'est le jour et la nuit, et c'est pour demain. Voici le générique qui, sous certaines conditions, va entrer dans vos habitudes. Canal+, c'est le HBO à la sauce camembert. Une véritable révolution au sein du paysage audiovisuel français. Acteur majeur dans l'industrie du cinéma et du divertissement, la chaîne est également une pionnière en matière de sport. Le 9 novembre 1984, elle retransmet pour la première fois une rencontre de première division à la télévision. Et on a vraiment beaucoup de chance sur Canal+ de pouvoir retransmettre ce match en direct. Plus qu'une simple captation, Canal met en place un dispositif digne des superproductions américaines. 5 caméras, une réalisation aux petits oignons signée Jean-Paul Jot, des commentateurs présents sur place et même un journaliste au bord du terrain. Vous voyez bien que dans ce cas précis, le terme de révolution n'est pas galvaudé. Unique détenteur des droits TV du championnat de France, le groupe Canal voit d'un mauvais œil la domination des Phocéens qui filent droit vers leur 3e sacre consécutif. C'est bien connu, la concurrence fait vendre, pas le monopole. L'arrivée d'une nouvelle équipe capable de rivaliser avec l'OM susciterait indéniablement l'intérêt des spectateurs. Et par conséquent, la chaîne verrait son nombre d'abonnements exploser. Allez, c'est vendu. Avec 40% des parts, Canal devient l'actionnaire principal du PSG. Comment ça, un conflit d'intérêts ? Ah, si peu. À peine débarqué, le groupe injecte près de 240 millions de francs, largement de quoi remettre à flot les finances du club et d'attirer au passage quelques stars. Comme quoi beIN Sport et le Qatar n'ont rien inventé. 2 mercatos suffisent au PSG pour se doter d'une belle armada. Le Guen, Valdo, Ricardo, Ginola, Fournier, Roche, Guérin, Lama et Weah. C'est ce qui s'appelle casser sa tirelire. Pas de problème, Michel Denisot, le nouveau vice-président du club, mis en place par la chaîne, se charge de signer les chèques. De toute façon, à Canal, l'argent coule à flot. Si bien qu'à l'issue de la saison 91-92, Paris accroche le podium en championnat. Une 3e place encourageante, synonyme de Coupe d'Europe. Bon d'accord, de C3. Certes, la Coupe de l'UEFA ne bénéficie pas du prestige de sa cousine aux grandes oreilles, mais ne faisons pas la fine bouche. Ça reste une Coupe d'Europe quand même. Bref, tout est en place. En D1, les Franciliens effectuent un départ canon et passent toute la première partie de saison en tête. Au niveau de leur campagne européenne, tout se passe également comme sur des roulettes. Le premier tour face au PAOK Salonique donne l'occasion à Georges Weah, la nouvelle recrue en attaque, de montrer toute l'étendue de son talent. À l'aller au parc, il crucifie le portier grec de la tête par 2 fois. But de Georges Weah qui, après 12 minutes en première période, ouvre le score au Parc des Princes face au PAOK Salonique. Sur le corner de Le Guen, Weah qui met encore sa tête et qui met le 2e but. 2-0 pour le PSG. Au retour, le jour de son 26e anniversaire, le futur président du Liberia, tiens, encore un, a les jambes en feu et fait vivre un enfer à la défense du PAOK. Il trouve le chemin des filets dès la 14e minute. Grosse accélération, balle au pied, puis petit dribble assassin, suivi d'une finition tout en douceur. La clinique de l'attaquant moderne. Georges Weah, c'est le joueur du futur. À la fois rapide et puissant, technique et bon de la tête, définitivement l'un des meilleurs buteurs de la décennie. Débarqué sur le rocher dans l'anonymat le plus complet 4 ans plus tôt, la sensation monégasque n'était au départ pas pressentie pour rejoindre le PSG. Initialement, le club de la capitale devait accueillir Hristo Stoichkov, le futur ballon d'or bulgare en fin de contrat avec le Barça. Mais ça, c'était avant que Johan Gaspard ne fasse capoter l'opération. Paris a ensuite cherché à s'attacher les services de Jürgen Klinsmann, sans plus de réussite. Le champion du monde allemand exigeant un salaire bien trop mirobolant. C'est ainsi que le PSG a jeté son dévolu sur Weah. La 3e option aura été la bonne. Meilleur buteur du championnat dès sa première saison, Mr. George s'impose rapidement comme la star de l'effectif parisien. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il n'y a que des gens heureux, mais il y en a un qui est un tout petit peu plus heureux que les autres. C'est Georges Weah qui a quand même réussi un très grand match.
Ouais, je crois que c'était très important ce soir parce qu'on voulait passer. Mais je suis très content et merci. Mon coéquipier, ils sont toujours derrière moi. Même si 3 matchs, je n'ai pas marqué, mais ils sont toujours derrière moi. Un quart d'heure après Weah, c'est au tour de Jean-Luc Sassus d'aggraver la marque. Oui, ouais, ça fait 2-0. Bon centre de Vincent Guérin. Et ça fait 2-0. But de Jean-Luc Sassus. On va le revoir au ralenti. À 4-0 en score cumulé, le PAOK ne reviendra pas. Il faut dire que ses supporters en colère ne lui en donnent pas l'occasion. Ces derniers envahissent le terrain à la mi-temps, obligeant l'arbitre à mettre fin à la rencontre. Paris repart avec la victoire sur tapis vert, une fin de match dans la grande tradition salonicienne. Et ouais, ils ont le sang chaud, ces Grecs. Au tour suivant, le PSG s'offre un succès de prestige sur le Napoli. Tel Michael Jordan, George Weah, pourtant grippé, inscrit un doublé retentissant à San Paolo. Valdo et intérieur du pied de Weah et but de George Weah. En surprise, but d'entrée de George Weah, encore un coup de pied arrêté. Vincent Guérin dans la surface de réparation, il y a Weah notamment et qui prend complètement à contre-pied Gali, le PSG qui mène 2-0, incroyable à San Paolo. Même Arthur Georges n'avait pas imaginé un tel scénario. Georges, c'est le pendant parisien de Raymond Goethals, le genre de coach dont on se souvient avec nostalgie. Avec son look très vintage et sa moustache bien fournie, le technicien portugais est avant tout un homme de défense. Son bloc le lui rend bien en permettant au PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale. Un huitième contre Anderlecht qui démarre bien mal avec l'exclusion de David Ginola au bout de 20 minutes seulement. Attention au deuxième carton, voilà. Il n'y a pas eu besoin qu'un joueur belge fasse signe. David Ginola a compris. Il a du mal à imaginer ce qu'il est en train de lui arriver, mais c'est vrai qu'il a commis, après avoir perdu le ballon, un geste idiot, impardonnable. À 10 contre 11, les Franciliens parviennent tout de même à conserver le score vierge. Le retour à l'extérieur, sans Ginola et sans Weah blessé, s'annonce pour le moins compliqué. D'autant plus que les Belges ouvrent la marque en début de deuxième période par l'intermédiaire de l'inévitable John Bosman. Van Vossen pour la tête de Johnny Bosman, le but! But de Johnny Bosman! Après 7 minutes en seconde période, Johnny Bosman ouvre le score. Ça sent le roussi. Son attaque amputée, Paris trouve sa délivrance en défense. Rentré en cours de jeu, Antoine Comboiré transperce les filets d'un coup de tête rageur, synonyme de qualification. Premier poteau, but! Oui, Comboiré! C'est le but de Comboiré! On l'a vu arriver! Et Comboiré au premier poteau qui vient égaliser! Décidément, les défenseurs qui se muent en sauveurs de la nation, ça commence à devenir une habitude dans les flashbacks. En quart de finale, le PSG hérite d'une institution du ballon rond. Que dis-je? D'un monument. L'immense Real Madrid. Pour être tout à fait honnête, le Real ne traverse pas la période la plus faste de son histoire. La fameuse Quinta del Buitre, la génération dorée formée à la Fabrica et emmenée par Emilio Butragueño, dit le vautour, est en bout de course. Il faudra attendre encore quelques années pour que Raúl et Fernando Redondo, pour ne citer qu'eux, replacent la Maison Blanche sur le toit de l'Europe. Cela dit, même en plein cycle de transition, le Real reste une équipe redoutable. En ce début d'année 1993, elle jouit d'ailleurs une excellente dynamique, notamment grâce à son serial buteur, Ivan Zamorano. Fraîchement débarqué de Séville, le goléador chilien réalise sa meilleure saison en carrière d'un point de vue statistique. Les hommes de la capitale sont prévenus. Le 2 mars, les Titis parisiens pénètrent pour la première fois l'enceinte mythique de Santiago Bernabéu. Avant le match, plusieurs d'entre eux font l'erreur de visiter le musée à la gloire du Real. Là, debout, face à une muraille de trophées, le palmarès le plus rutilant du monde, ils réalisent le gouffre, non, la galaxie qui sépare les deux clubs. L'un possède une histoire qui pourrait remplir les plus grandes bibliothèques, alors que l'autre
a encore tout à écrire. La condescendance des joueurs merengues dans le couloir qui mène à la pelouse ne fait que renforcer ce sentiment d'infériorité. Le PSG aurait-il perdu le match avant même de l'avoir disputé? C'est pourtant sans complexe et avec une farouche envie d'en découdre que les hommes d'Arthur Georges entament la rencontre. Pendant une demi-heure, Paris fait jeu égal avec le géant espagnol et le club francilien est même à 1-1 d'ouvrir le score. Finalement, pour Osassus qui va centrer, tête de Weah, c'est rentré, non? Puis, plus rien. Trou noir. Des vagues blanches déferlent dans la surface parisienne. Et un bon tir à la parade de la main en 2 temps. Bonne passe en profondeur encore. On écarte du côté droit et ça passe aussi face à Colleter. Butragueño enfonce le premier clou à la 30e. Attention à Lama qui était bien avancé, but de Butragueño. Bernard Lama bien trop avancé, Butragueño au 2e poteau qui permet au Real de mener. 6 minutes plus tard, l'hélicoptère Zamorano alourdit la marque d'un coup d'hélice. Attention contre la poitrine de Butragueño qui redonne à Zamorano et 2-0 pour le Real. 2-0 à la mi-temps. L'espoir d'accéder au dernier carré vient de prendre un sacré plomb dans l'aile. Il faut une réaction imminente, faute de quoi les Parisiens risquent de voir leur rêve se transformer en cauchemar. Et réaction, il y a. Dès le retour des vestiaires, Ginola réduit la marque sur corner. Et but du Paris Saint-Germain, but de Ginola. L'ailier virevoltant sonne la révolte. Oui, avant d'être un animateur médiocre, Ginola était un esthète du ballon rond, et même un sex symbole apprécié de tous. Du moins, jusqu'à ce qu'Emile Kostadinov passe par là. Et but à 10 secondes. C'est la fin. Quelques actions plus tard, le meilleur joueur français de l'année se lance dans un raid solitaire sur le côté gauche. Il dépose ses vis-à-vis 1-1 et pénètre dans la surface. Malheureusement, l'ailier parisien n'a pas le temps d'armer sa frappe car il se fait honteusement découper par derrière par Manolo Sanchis. C'est Ginola qui s'écroule. Un tacle de Boucher qui en temps normal serait sanctionné par une double peine. Mais bon, nous sommes à Bernabéu. Sous la pression du public, l'arbitre ne siffle pas, ça joue. Alors que le temps additionnel se profile à l'horizon, un ultime rebondissement bouleverse la partie. Sur sa ligne de but, Alain Roche dévie volontairement le ballon avec son bras. Cette fois, l'arbitre n'hésite pas. Carton rouge pour Roche et pénalty en faveur du Real. On peut dire que le carton rouge est sévère et on peut dire aussi que le pénalty est justifié même s'il est à la 91e minute et que c'est dur. Qui va fixer cette balle, Mitchell face à Lama et en force, Lama a touché la balle, attention, et c'est rentré finalement. 3-1 pour le Real avec Mitchell qui a suivi son pénalty moyen. Bernard Lama sort un arrêt de grande classe, mais le rebond se montre favorable aux Madrilènes. 3-1. L'expérience a parlé. 2 buts au match retour pour éliminer le Real Madrid. Ce sera la tâche du PSG. Le PSG quitte la capitale espagnole avec un goût amer. De cette frustration va naître un désir de revanche intarissable. Les Titis en font une affaire personnelle. C'est la victoire ou rien. 2 semaines plus tard, le 18 mars, Paris s'apprête à vivre une nuit de fête. Une nuit électrique. Aux 4 coins de la ville lumière, et même au-delà du périph', tout le monde ne parle que du match retour. À cette époque, une visite du Grand Real Madrid est un véritable événement. En fin de journée, une procession prend la route du Parc des Princes, sans aucun doute le monument le plus important de la capitale ce jour-là. Pour l'occasion, Canal+ déploie un dispositif digne d'une finale de Coupe du Monde. Les tribunes enfumées, pleines à craquer, font elles aussi penser à la grande messe du ballon rond. De mémoire de supporters, on n'avait plus vu ça depuis PSG Watershey en quart de C2 en 1983. Espérons seulement que le dénouement soit plus heureux. Sur sa pelouse, le PSG affiche d'entrée une attitude conquérante. Cette fois, pas question de se faire marcher dessus. Solidaires, les Parisiens montrent les muscles. Un pressing asphyxiant empêche le Real de développer son jeu. Qui concède quoi? La touche? La touche. Paris pousse encore et encore, jusqu'à enfin trouver la faille. À l'envie, George Weah coupe un corner magnifiquement tiré. Et grand
Attention mon début de Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Indescriptible, jamais je crois le Parc a fait autant de bruit. Peut-être que... Évidemment, cela ne pouvait venir que de lui. Le parc s'embrase, et ce qui n'était jusqu'alors qu'un fantasme, un rêve fou que les supporters osaient à peine formuler, devient palpable. Paris n'est plus qu'à un but de la qualification, à un but de sortir le géant espagnol. Malheureusement, ce deuxième but salvateur va se faire attendre longtemps. En seconde période, les hommes en blanc se procurent plusieurs occasions, mais la réussite les fuit. En cherchant la tête d'Amara Simba par exemple. Weah manque visiblement d'efficacité devant les cages. Georges Weah frappe. Parade de Bouillon, deuxième frappe, ça passe à côté. Il avait le temps. Peut-être que Mr. George veut trop bien faire. Petit à petit, le doute s'installe. Et si la marche était trop haute? Voyant ses joueurs à court de solutions, Arthur Georges sort de sa moustache son dernier atout. Amara Simba, le roi de la bicyclette, laisse sa place à Daniel Bravo. Rétrogradé sur le banc depuis le passage à l'Air Canal, le petit prince du parc en a plein les crampons. Il a à cœur de prouver qu'il mérite une place de titulaire. Du propre aveu de ses coéquipiers, Bravo fout un gigantesque bordel dans la défense madrilène. De son impeccable tignasse blonde, il est même à moins d'1 centimètre d'envoyer le parc au 7e ciel. La barre en décide autrement. À force d'essayer, Paris se voit enfin récompensé de ses efforts. Et de quelle manière? Décrire cette action n'aurait aucun sens. Admirer et surtout savourer. Cherche la tête de Bravo, trouvait celle de Ramis. Valdo. Weah. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire! Sur la remise de Daniel Bravo, c'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Incroyable, merveilleux, fantastique, sublime. Les mots manquent. Avec une demi-volée de la sorte, vous comprenez peut-être mieux pourquoi Ginola est surnommé El Magnifico. Quel chef-d'œuvre! Regardez Bernard là-bas, il appelle tout son monde. Ça y est, le PSG tient son exploit. Ce but lui ouvre virtuellement la porte des demi-finales. Sur leur petit nuage, les titis parisiens ne veulent plus s'arrêter. Alors que le parc célèbre encore le bijou de Ginola, El Magnifico se remet en évidence. À la récupération, puis à la main, il initie une contre-attaque foudroyante. Voilà, bon retour de Ginola, bravo. Germain, c'est bien joué sur le terrain. Devant Georges, voilà. Weah, avec Ginola qui est là. Fix. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Cantino Filio Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Valdo se charge de la finition, non sans oublier d'ajouter un petit gris-gris, histoire de... Ben alors, Ricardo Rocha, faut pas montrer ses fesses comme ça. Voilà, Rocha, regardez, ça c'est interdit dans les écoles de football de se retourner. Il a très bien joué, Valdo. Décidément, le public est gâté. Joie du PSG, 3-0, ça change place en demi-finale. Valdo prouve qu'il est bien plus qu'un excellent tireur de coups de pied arrêtés. Avant Neymar, Ronaldinho et même Rai, il est le Brésilien du PSG. Le numéro 10 au bagage technique déroutant qui régale dans l'entrejeu. Plus habitué à enfiler le costume du passeur que celui du finisseur, il inscrit là ce qu'il considère aujourd'hui encore comme le plus beau but de sa carrière. On peut dire qu'il a choisi son moment. On rentre dans le temps additionnel. Le tableau d'affichage indique 3-0. L'affaire est pliée. Il ne peut en être autrement. Le parc ne s'y trompe pas et lance des olés pendant que les héros du soir jouent à la passe à 10. Les minutes défilent, mais Monsieur Pull, l'arbitre du match, ne semble pas disposé à siffler à la fin de la rencontre. La balle sort en touche. Sur le banc, Denis Troche, l'entraîneur adjoint du PSG, cherche à gagner du temps.
grave erreur, qui ne fait qu'ajouter des secondes supplémentaires à un temps additionnel déjà bien garni. Le Real n'en demandait pas tant. Et quelques instants plus tard, ce qui devait arriver, arriva. Quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une dernière but. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là voilà la bricole qui fait mal. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Et là mal a compris, il faut tout de suite se reconcentrer. En bon renard des surfaces, Ivan Zamorano climatise le stade. Un terrible coup de poignard à la 93e minute, digne du grand avant-centre qu'il est. En un quart de seconde, Paris passe de l'euphorie au désespoir, du rire aux larmes. Terrible retour à la réalité. Tout n'est pas fini. Non, ce but n'est pas encore synonyme de défaite. Mais on ne connaît que trop bien ce genre de scénario. Vous savez, quand une équipe se donne corps et âme pendant 90 minutes et se fait cueillir au moment où elle pense avoir fait le plus dur. Épuisés physiquement et mentalement, les Parisiens sont sur les rotules. C'est évident, ils ne tiendront pas 2 fois 15 minutes de plus. Mais qui a parlé de prolongation? N'oubliez pas, cet arbitre n'est pas du tout pressé de siffler la fin du match. Les joueurs du PSG ont un dernier coup à jouer. Et celui qui leur offre cette ultime occasion n'est autre qu'Ivan Zamorano lui-même. Poursuivi par Zamorano, le buteur. La faute n'est pas évidente, mais donne un coup franc bien placé. On prend. Au commentaire, Michel Platini se la joue Madame Irma. Et ben voilà, il arrange. Et ben voilà le 4e but. Quand il s'agit de coups francs, historiquement, on peut faire confiance à Platoche. Mais ça, on vous l'a déjà raconté. Et puis, souvenez-vous, les coups de pied arrêtés, c'est la spécialité du PSG. La phase de jeu où il est le plus dangereux depuis le début de cette campagne européenne. Si quelque chose peut sauver les Parisiens, c'est bien ça. Avec le pied droit magique de Valdo, ils sont déjà assurés que le centre sera splendide. Mais qui pour se distinguer à la retombée? Weah? Ginola? Non. Comme dans un livre de Tolkien, les dieux du football ont le goût des héros improbables. À l'affût, à l'entrée de la surface de réparation, Antoine Comboiré attend son heure depuis bien trop longtemps déjà. Le défenseur, titulaire pour pallier la suspension de Roche à l'aller, a comme Daniel Bravo un message à faire passer. Le natif de Nouméa en a assez de ronger son frein, de se contenter des miettes laissées par Ricardo et Roche. C'est même pire maintenant que Sassus s'est définitivement installé au poste d'arrière droit. Frustré, Comboiré a demandé son transfert à plusieurs reprises, sans qu'on ne l'écoute. Il pensait que son but décisif face à Anderlecht allait changer la donne, mais toujours pas. Dans ce cas, plus qu'un seul moyen de se faire entendre. Le reste appartient à l'histoire. Et Comboiré au premier poteau qui vient égaliser. Parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus. Avec un coup franc que va tirer Valdo. Weah est devant le but. Comboiré aussi. Comboiré aussi, il est monté de tête. C'est extraordinaire. C'est Comboiré qui vient mettre la tête. Comboiré, le sauveur du parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Oh, Arthur Georges, il ne peut même pas réagir. Et les photographes vont venir. Antoine, notre Nantais. D'un coup de tête, Antoine Comboiré vient de se faire un nom. Casque d'or, pour l'homme qui a sur le gong sonné la défaite du Real. Niveau message à faire passer, on ne peut pas faire plus clair. Andy Warhol prédisait qu'à l'avenir, chacun aurait son quart d'heure de célébrité. Celui d'Antoine Comboiré est arrivé. Lui qui n'a jamais connu de sélection en bleu, vient de vivre sa finale de Coupe du Monde. Pour la seconde fois, le défenseur libère les siens et le parc par la même occasion. Une transe collective s'empare des tribunes. On pleure, on rit, on chante, on se serre dans les bras. On profite de l'instant présent, tout simplement. Cette fois, pas de faux espoirs. Le grand 8 émotionnel peut s'arrêter. Monsieur Pull finit bien par siffler la fin du match, lançant en même temps le début de la fête. Une fête que personne n'est prêt d'oublier. Avec les moyens techniques de VCF. Et cette équipe de PSG.
La suite, en demi-finale, le Paris Saint-Germain ne réitère pas l'exploit. Piégé, il ne trouve pas la solution pour se dépêtrer du catenaccio turinois. En championnat, après avoir passé toute la première partie de saison en tête du classement, le PSG laisse le titre s'envoler en faveur du rival marseillais. Suite à l'affaire VAOM, il aurait pu se le voir finalement accordé, mais Canal+ refuse. Grand seigneur. Au final, cette saison se sera soldée par des échecs douloureux. Des échecs sur lesquels seront bâtis les succès futurs. L'année suivante, le PSG s'octroie enfin le titre national et se paye même le luxe de retaper le Real. En 1995, il sort le grand Barça de Johan Cruyff pour accéder au dernier carré de la Ligue des Champions. Cette campagne magnifique vaudra d'ailleurs à Georges Weah d'être élu Ballon d'Or. Encore un match que le Parc n'est pas prêt d'oublier. Ce jour-là, Comboiré porte d'ailleurs le brassard de capitaine. Tout un symbole. Il faudra cependant attendre 1996 pour que Paris ne soulève enfin un trophée continental. Une coupe des vainqueurs de coupe, la C2, aujourd'hui disparue. Mais sans Weah, Ginola ni Comboiré, tous partis vers d'autres aventures. En parlant de casque d'or, ce dernier est entraîneur du PSG lors du rachat qatari en 2011. Mais il est rapidement licencié pour faire place à Carlo Ancelotti. Le club, alors premier de Ligue 1, termine finalement deuxième sous la houlette du Mister italien. Comme un pied de nez. Sûrement l'ultime vestige de l'esprit canal. Celui de l'emmerdeur qui prend un malin plaisir à contrarier les puissants. Depuis, le PSG a connu de nombreuses joutes européennes. Des heureuses comme des moins heureuses. Mais peu auront fait vibrer le Parc comme cette soirée de mars 93. Cette nuit où pour la première fois, Paris est devenu magique. Et grosso modo, début de Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période. En retrait, c'est bien fait. Extraordinaire sur la remise de Daniel Bravo. Bâton qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Van de frappe de bâton. Et c'est le but de Candido Figliovallo. Devant le but. Comboiré aussi, il est monté de tête. C'est extraordinaire. D'une grande équipe de football à Paris. Oui. Oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque une grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne, et tout ça. Pour les rencontres à Paris, ce sera bien. Surtout quand il y aura le Parc des Princes qui sera refait. On aura de la chance d'avoir une bonne équipe de football à Paris, c'est tout. Ça fait 2 fois que vous sauvez le Paris Saint-Germain. Je crois que je lance la balle maintenant aux dirigeants. Et à eux de... Je crois que la balle est dans leur fond. Et puis, je crois qu'on peut aller très loin. Merci.